tiens à excuser Maryse Bresson qui a été retenue à un conseil d'administration. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, je vais vous parler, évoquer la dimension sociale du développement territorial. Alors, comme l'a rappelé André Thor tout à l'heure, justement, Paris-Saclay étant un projet de cluster, cela interroge l'idée de développement territorial à différentes échelles. Donc, depuis les synergies cherchées dans le local, puisqu'il s'agit de réunir, comme on l'a dit, grandes écoles, universités, entreprises sur un même territoire du sud-ouest parisien, donc placé au sein de l'espace francilien, jusqu'aux interactions avec l'ensemble de la planète, puisque l'objectif affiché, c'est d'ancrer justement ce sud-ouest parisien dans l'économie mondialisée, avec une ambition de rayonnement international. Alors cette dimension internationale est par conséquent particulièrement importante dans le cadre de l'axe la culture de la nature, mais elle ne peut être appréhendée de façon pertinente sans la prise en compte de la dimension sociale. Et effectivement, les sciences sociales font partie prenante dans ce projet, dans la mesure où ça implique inévitablement, tout ce qui est question d'innovation et d'usage des ressources à l'échelle territoriale, cela implique inévitablement les populations et les acteurs dans leur capacité à s'intégrer cela, à se les approprier ou pas. Et ce sont ces pistes qu'on va rapidement esquisser ici pour essayer d'ouvrir à la discussion. Alors on peut partir par exemple de 3 constats ou variables. Tout d'abord, les relations entre environnement, climat et usages sociaux des territoires. Donc les projets environnementaux ici ne seront acceptables que s'ils sont relayés par les acteurs ou groupes qui portent ces projets et les populations qui sont au cœur de ces mécanismes. Donc ceci nécessite d'être abordé au sein des SHS de manière pluridisciplinaire, en mobilisant notamment des géographes, des politistes, des sociologues, des historiens et des économistes. Alors on peut rappeler tout d'abord que l'urbanisation complète de la société et l'étalement urbain qui l'a accompagné, ça a reconfiguré complètement les dynamiques des territoires et en particulier de la région francilienne. Alors le territoire de la région est très urbanisé, même s'il garde une part de rural importante. L'espace francilien, je le rappelle quand même, ça comprend plus de 12 millions d'habitants. C'est une des plus fortes densités de France, puisqu'il y a 1001 habitants au kilomètre carré, et possède une population majoritairement urbaine. Celle-ci est fortement polarisée par son agglomération centrale, l'agglomération parisienne, mais est aussi caractérisée par de très fortes disparités sociales. En effet, l'importance de la population et puis la pression du foncier qui en a découlé, ça a provoqué, comme on dit, une croissance en tache d'huile, avec des déplacements de population de plus en plus éloignés des centres-villes. Alors certains chercheurs en sciences sociales évoquent notamment la fragmentation urbaine qui serait de plus en plus affirmée, avec une ville à plusieurs vitesses, marquée notamment par un centre-ville qui est en voie de gentrification, c'est-à-dire d'embourgeoisement, le développement d'ensembles résidentiels clos, la relégation de plus en plus affirmée de quartiers en politique de la ville qui regroupent des populations plus défavorisées, et puis aussi une tendance au développement d'un urbanisme dit affinitaire, c'est-à-dire qui est fondé sur des stratégies d'évitement, des affinités électives qui d'ailleurs remettent en cause les valeurs symboliques de la ville. Alors ceci est particulièrement accentué en région francilienne et notamment en Île-de-France parce que l'Île-de-France rassemble les populations les plus riches. On a le plus fort taux de cadres, notamment concentré sur l'Ouest. Et les plus pauvres, il y a quand même 1 million de personnes en dessous du seuil de pauvreté qui sont plutôt concentrées dans le nord-est, avec un paysage socio-économique qui risque d'évoluer, justement comme on l'a évoqué avec l'installation de ce plateau de Paris-Saclay. Donc ces usages sociaux des territoires sont ainsi à prendre en compte. Deuxième constat, les inégalités sociales et les hiérarchies spatiales influent
sur le développement territorial et les questions environnementales. C'est-à-dire que la fragmentation sociale se projette inévitablement dans l'espace, sur un territoire marqué par de profondes inégalités sociales. Et celles-ci rejaillissent tant sur l'habitat que sur les mobilités, que sur l'accès aux équipements de soins économiques culturels, que sur les modes de vie. Donc autant de variables qui impactent les questions environnementales. Alors par exemple, le regroupement ou polarisation des services et des fonctions, cela entraîne des hiérarchisations des territoires et des inégalités pour les populations qui sont de plus en plus affirmées, notamment à travers l'accès aux services offerts, que ce soit les services offerts culturels, équipements de santé, etc., comme par exemple la centralisation des services de soins médicaux, avec les exigences des regroupements territoriaux des établissements hospitaliers, suite à la loi de modernisation de santé de 2016, qui prive certaines communes d'un accès aux soins, en tout cas qui les en éloignent, et notamment certaines communes du périurbain sont beaucoup plus touchées par ces mesures. Donc ces enjeux sociétaux qui se combinent aux questions environnementales doivent aussi être pris en compte pour apporter des solutions. Troisième constat, mieux comprendre les attentes et les besoins des populations dans leur environnement et des acteurs qui participent au développement territorial. Alors effectivement, le contexte socio-économique particulier, ça semble faire émerger des attentes et des besoins dont la satisfaction est aussi un défi à relever. Alors, par exemple, l'étalement urbain que j'ai évoqué tout à l'heure s'accompagne de mobilités plus grandes liées au déplacement domicile-travail, une mobilité quotidienne beaucoup plus importante, avec des déplacements pendulaires extrêmement fréquents, des distances plus longues, beaucoup plus longues et aussi consommatrices de temps. En outre, les modes de transport sont dépendants des lieux de résidence et de travail. On a 68% par exemple des Parisiens qui utilisent les transports en commun, contre 48% en petite couronne et 20% en grande couronne. Et les populations, les habitants du périurbain parcourent par exemple des distances en moyenne de plus de 80 km sur une journée. Donc la mobilité automobile, même si elle baisse à Paris, en contrepartie, il y a une augmentation de l'utilisation des transports en commun. Par contre, la voiture stagne au niveau du périurbain. Donc tout cela, ça entraîne un engorgement au niveau des transports en commun et aussi une pollution accrue avec l'usage de la voiture. Deuxième chose encore, la vie en Île-de-France est également caractérisée par un accès au logement difficile. Donc il y a un parc insuffisant, des surfaces inférieures à la moyenne nationale, des propriétaires moins nombreux. Et donc la question de l'habitat est aussi largement prioritaire. Le manque de logements sociaux, ça provoque le développement de campements insalubres. La crise économique entraîne, c'est particulièrement marqué en Île-de-France, la dégradation de certaines copropriétés, tandis que la croissance de l'habitat pavillonnaire, notamment dans le périurbain, consumériste d'espaces agricoles et d'énergie, est incompatible avec une pensée écologique. De même, l'évolution des modes de vie. Alors, les modes de vie sont plus aléatoires et la cellule familiale connaît aussi une diversité de situations. Donc, on a des familles, par exemple, monoparentales qui augmentent en région francilienne et dont 35% vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a également le vieillissement de la population qui engendre des situations d'isolement des seniors, d'affaiblissement des revenus et une difficulté à gérer les exigences des espaces de vie. Par exemple, les retraités et personnes âgées représentent 19,6% des Parisiens, 18% en petite couronne et 15% en grande couronne, donc une population non négligeable. Et enfin, à côté des besoins matériels comme les services pour les personnes à mobilité réduite, dans un contexte de vieillissement démographique, il existe aussi d'autres attentes liées notamment à la prise de conscience, une sorte de révolution éthique qui émerge et qui s'affirme de plus en plus, d'un urbain plus égalitaire, d'une volonté citoyenne d'accéder à de meilleures conditions de vie, respectueuses de son environnement
et des droits humains qui tentent à faire renaître actuellement un droit à la ville. Donc c'est un droit à la ville qui exprime une volonté de participation citoyenne et qui invite de plus en plus à penser une gestion collective de l'espace. Alors cette affirmation de revendication fondée sur cette conscience écologique, elle est aussi fondée sur une volonté d'implication dans son cadre de vie, voire de s'inscrire plus activement dans la vie de la cité. Et ça participe au développement de collectifs d'habitants qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs et qui souhaitent intervenir sur l'espace urbain et social, agir sur les usages, sur les ambiances et la conduite des projets pour les accompagner. Alors, par exemple, on peut citer, entre autres, le mouvement citoyen Ville en transition, qui cherche justement à mettre en œuvre des actions pour réduire la consommation d'énergie, stimuler une économie locale respectueuse de l'environnement, et cela en relation étroite avec la politique développement durable de la collectivité. Alors, par conséquent, à partir de ces éléments, cela peut amorcer la discussion et ouvrir au débat d'idées. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité et pour inviter justement à cet échange, à cette discussion, il y a 3 orientations de recherche qui pourraient faire l'objet d'investigations plus approfondies. Alors, la première orientation pourrait porter justement sur l'urbain, le périurbain et la nature face à l'intense étalement urbain, qui sont particulièrement propices aux questions pluridisciplinaires en SHS, et également avec les sciences exactes, les sciences de la vie, et aussi en lien avec les acteurs économiques. Alors c'est un thème qui croise en particulier l'organisation de l'espace urbain en termes de polarisation ou d'hiérarchisation des activités et des fonctions, mais aussi la croissance d'un tiers espace entre ville et campagne sous l'effet des mobilités de population. Donc cette orientation pourrait l'aborder, je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un terme qui pourrait concerner les mobilités et transports, puisque donc ça nécessite, mobilité qui nécessite surtout en périurbain particulièrement l'usage de la voiture, le temps passé dans ces transports, qui peut être étudié pour agir dessus, les distances, voire aussi l'évolution du développement du télétravail qui peut avoir un effet, un impact comme voie possible pour réduire ces éléments-là, le développement des circulations douces. Voilà pour cette thématique. Autre thématique, toujours dans cette orientation du périurbain qui pourrait être concernée, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui approche, l'habitat. Et en particulier, repenser l'habitat pavillonnaire en habitat évolutif, qui d'ailleurs va être particulièrement touché dans la région qui entoure toute la partie qui est proche de Paris-Saclay. Donc, repenser l'habitat pavillonnaire en habitat évolutif pour faire face aux exigences de densification qui pourraient être des pistes à développer dans le cadre de cet axe, parce que directement liés aux enjeux environnementaux. Autre thème aussi à partir de là, c'est tout ce qui concerne les logiques d'ancrage, donc l'ancrage territorial, et effectivement les transformations liées aux grandes politiques publiques telles le Grand Paris et ses conséquences sur les zones d'emploi. L'évolution des modes de vie, ça entraîne des revendications citoyennes qui expriment véritablement des logiques d'ancrage de plus en plus affirmées, c'est-à-dire des revendications de services, d'équipements qu'il faudrait mieux évaluer et mieux définir. Et puis, si ce territoire périurbain se diversifie, il tend aussi à creuser des inégalités. Donc l'accès aux structures de soins, par exemple, aux structures médicales, reste une dimension quand même à travailler. Une égalité dans l'accès aux soins et donc à la santé. Quel mode de prise en charge à mettre en place pour compenser cela? Et puis aussi, comment réconcilier proximité et accessibilité qui permettrait aux petites polarités des territoires périurbains de s'étoffer. C'est-à-dire questionner les aspirations de l'ensemble des habitants dans leur désir d'ancrage et des pratiques quotidiennes autour de leur lieu de résidence, qui pourrait être une piste de recherche. Deuxième orientation, l'aménagement et la gestion des espaces qui renvoient aux approches de politique publique et de gouvernance des territoires. Donc ici, il importe de s'intéresser aux politiques urbaines et au droit à la ville,
autant qu'aux questions de territorialisation des politiques sociales et de pratiques de sécurité. Donc l'idée serait ainsi de prendre en compte les processus de décision et de démocratie participative en termes de construction d'infrastructures, de gestion des aires protégées, d'agriculture périurbaine ou de trames vertes ou bleues. C'est-à-dire creuser et approfondir quelles sont les attentes et les besoins des populations exprimés par les associations d'habitants, comment agir en concertation avec celles-ci. Troisième orientation donc de recherche concerne les problématiques entrepreneuriales de gestion des entreprises ou de mise en œuvre des processus d'innovation, de création et de valorisation des connaissances territoriales. Donc ici, l'idée, c'est que les travaux sur les clusters ou les pôles de compétitivité mettent en évidence l'importance de la dimension spatiale des réseaux de firmes locales et leur rôle éminent dans les politiques de développement territorial des territoires. Donc l'innovation, autrement dit, l'idée, c'est que l'innovation n'est pas que du côté des entreprises compétitives, elle peut être aussi du côté de l'associatif et du public et de l'hybridation des logiques. Alors dans ce cadre-là, les SHS développent depuis longtemps des connaissances et un savoir-faire méthodologique qui peut permettre de les approcher, c'est-à-dire que les pistes pourraient s'orienter ici dans le cadre autour de l'économie sociale et solidaire, et les processus d'innovation privés, publics et tous les dispositifs locaux qui s'appuient aussi sur du salariat et du bénévolat qui pourraient agir justement comme gisement d'emploi, de lutte contre la précarisation et comme propulseur d'innovation en matière de contenu et aussi de nouveaux services plus proches du terrain. Donc ici, la dimension territoriale est plus tournée vers le rôle des collectivités locales comme acteurs de développement territorial et qui peuvent être pourvoyeuses d'emplois et organisatrices de réseaux d'insertion, par exemple. Il peut aussi s'agir de comprendre les logiques de conduite du changement, c'est-à-dire, par exemple, comment un projet de cluster comme Paris-Saclay, ça peut favoriser les synergies entre organismes publics et privés, et avec quelles conséquences sur les conditions d'emploi, de travail et le développement de nouvelles formes de management. Pour conclure, donc, la question de la dimension sociale du développement territorial, elle s'intègre dans une approche réflexive en SHS qui apparaît donc comme indispensable pour réussir un projet de cluster. Alors l'exemple des projets environnementaux, ça illustre justement l'intérêt des collaborations entre sciences physiques, technologie, SHS et également les sciences de la vie. Ça, on l'a déjà évoqué d'ailleurs ce matin plusieurs fois. Et en particulier, donc, les SHS apportent tous les outils théoriques et les méthodes, un certain nombre d'outils théoriques et de méthodes pour comprendre les évolutions et modes de vie des populations sur le territoire, les relations entre les parties prenantes des enjeux et les processus aussi par lesquels les populations affirment leur volonté d'être acteurs à part entière dans la construction de ces territoires. Donc voilà les pistes que nous évoquons par rapport à cette dimension sociale du développement territorial. Bien, merci beaucoup. Merci Laurence et Maryse aussi. Oui. Et donc, on passe tout de suite aux questions, aux remarques. Moi, je remarque qu'il y a pas mal d'éléments qui sont assez congruents avec la dernière présentation de la matinée, en particulier. On retrouve certains éléments comme dimension réflexive, les clusters, la participation citoyenne, etc. Donc, on n'est pas tout à fait étranger entre les deux présentations, même si l'angle d'attaque n'est pas le même, clairement. Hein. On n'est pas du côté... Ce matin, c'était plus économiste, là, on est plus du côté... par exemple, quand tu parles d'entreprise, plus management de l'emploi, des personnels, c'est pas des choses que j'avais abordées moi ce matin. Ok. Et donc sociologique aussi, la dimension de population de ces territoires et puis les inégalités, enfin sous cet angle-là aussi qui peut. Exact, que j'avais pas du tout abordé. Voilà, c'est en complément en fait. Ce qui est intéressant est que, disons, on a un même objet. Après, il y a des angles, disons,
de représentation et d'attaques qui sont différents. Mais bien évidemment, les économistes s'intéressent in primis la formation des prix et la coordination. Et la coordination, l'allocation des ressources. Donc, mais en même temps, disons, comment peut-on développer, disons, de ton point de vue, une analyse socio-économique sur ces questions-là? Quel type, disons, comment l'hybridation entre nos deux communautés peut se faire sur cet objet d'étude? Tu peux répondre avec André. Tu veux que je commence? Oui. Ouais. Moi, je pense que nos points de vue, enfin, en tout cas les points de vue d'une partie d'entre nous, évidemment, je ne prétends pas du tout représenter tous les économistes, je ne pense pas que tu puisses représenter tous les sociologues, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais les points de vue de ce qui a été exprimé ici, donc dans cet axe, par différentes personnes, je sais que c'est également le point de vue de Maryse, effectivement, on l'a vu la semaine dernière, c'est le point de vue d'autres personnes qu'on a pu rencontrer au workshop sur l'action publique, qui n'étaient pas ni économistes ni sociologues, mais qui étaient également des politologues, par exemple. C'était qu'il y a le moyen d'aborder la question de la position des populations par rapport au développement territorial ou alors par rapport au cluster Paris-Saclay, pour dire de manière plus restreinte. Et cette dimension, et on a des préoccupations qui sont congruentes avec le fait de se dire comment se positionnent les entreprises et la production, comment se positionnent les populations par rapport aux changements socio-économiques dans ces zones, quels sont les impacts des nouvelles opérations d'aménagement du territoire ou d'expansion urbaine qui se produisent, etc. Il y a 3 ou 4 entrées de cette nature-là qu'on est nombreux, je dirais, relativement nombreux, à partager. Après, la manière de les traiter, elle n'est pas obligatoirement la même. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je m'imagine bien, on fait déjà des analyses de réseaux de réseaux sociaux, comme on dit, c'est-à-dire qu'on met des réseaux d'acteurs, leurs évolutions dans le temps, des centralités, des périphéricités, des choses comme ça. Et dedans, on va mettre les relations qu'on va mettre, ça va être des échanges de connaissances, des relations d'achat-vente, des choses comme ça. Après, vous allez traiter d'autres, vous allez attaquer sous d'autres angles, d'autres types, avec d'autres manières. Parce que, disons, pour moi, le défi, c'est comment promouvoir l'interdisciplinarité, disons, la vraie. Je distingue toujours entre interdisciplinarité, multidisciplinarité, transdisciplinarité, pluridisciplinarité, d'une part, tu peux avoir un objet qui est appréhendé par des regards et des méthodes différents, mais au fond, chaque discipline peut répondre aux questions sur cet objet de manière isolée. Ça, c'est ce que j'appelle la juxtaposition des regards, la multidisciplinarité. Tandis que pour moi, des questions interdisciplinaires sont des questions qui ne peuvent pas être résolues sans le concours d'au moins 2 disciplines. Je cite souvent, comme je m'occupais aussi de la 34 au CNRF, l'application de la phylogénétique à la linguistique. Il y a plein de thématiques. Maintenant, Laurence a évoqué la question des inégalités. Nous, les économistes, on a des indicateurs. Après, on cherche à mettre en relation l'hétérogénéité des fondamentaux, les préférences, la technologie, les dotations, avec une dynamique de la distribution, par exemple, des richesses ou des revenus. Et donc, on a des méthodes mathématiques qui servent à expliquer l'émergence d'inégalités à partir de disons, les sociologues, on a un autre angle d'attaque, mais est-ce qu'il y a des questions interdisciplinaires qu'on ne pourrait pas résoudre sans les concours de disciplines? Ce sont des questions difficiles peut-être. Brutalement, c'est difficile, mais par exemple, sur la question, par exemple, des parties prenantes, ou de la participation des populations, je pense qu'il y a tout un... C'est une question qui ne peut pas se répondre, qui ne peut pas être adressée que par une seule discipline. C'est-à-dire, un politologue va par exemple dire
où on est passé de la politique publique à l'action publique, maintenant il y a différentes parties prenantes, etc. C'est une mosaïque beaucoup plus complexe. Je simplifie beaucoup parce que je ne suis pas du tout politologue. Un sociologue ou une sociologue va dire il y a des groupes de pouvoir, d'influence qui vont avoir un jeu et ces groupes vont faire société par leur alliance ou par leurs oppositions. Un économiste va dire voilà comment se passe la coordination entre ces groupes ou entre ces personnes. Ils ont tel ou tel intérêt, et un tel va avoir par exemple intérêt, alors je le dis plus facilement que je suis économiste, va avoir intérêt à ce qu'il y ait une centrale nucléaire parce que ça va apporter tel revenu dans sa commune, et l'autre va être contre parce que ça va procurer une désutilité très très forte dans son mode de vie. Donc il me semble que c'est le type de questions qui sont adressées, quand c'est adressé par une seule discipline, c'est très difficile d'y répondre, tellement elles sont complexes. Le tout, c'est de cerner l'objet, de faire converger sur cet objet les différentes disciplines qui l'abordent chacune avec leurs méthodes différentes. C'est ça qui fait la différence entre les disciplines qui participent. Et justement, la convergence de toutes ces méthodes et de tous ces regards sur cet objet particulier permet justement de mieux l'identifier et d'agir sur lui. Et cet objet, bon, même si là les exemples que j'ai évoqués, c'est plutôt des exemples très locaux, il n'en reste pas moins que ce sont des problématiques qu'on retrouve sur toutes les villes, sur tout l'étalement urbain et ses conséquences, par exemple en termes d'emploi, d'habitat consommateur, d'espace et toute la réflexion qu'il y a autour de cela. Dans l'habitat pavillonnaire ou bien ce qu'on a évoqué, les mobilités, ça ne concerne pas, bon là je l'ai écrit ici parce que je connais mieux, mais ça concerne l'ensemble des vies, à l'échelle mondiale, on voit ces mêmes problématiques. Et ça préoccupe partout, et ces problématiques-là, elles renvoient inévitablement à des questions environnementales, c'est de nature. Donc elles sont à prendre en compte parce qu'il y a quand même, ce sont ces populations qui vivent ces évolutions-là et qui en même temps se l'approprient ou pas. Donc il faut aussi ne pas les oublier et par conséquent les aborder en faisant converger ces différentes disciplines. C'est clair qu'on est à la lisière de la géographie, de la sociologie, de l'économie. Hein. Il y a ces intersections. Et justement, une des originalités justement de ce que ça paraît, ça serait justement de parvenir sur ces thématiques-là à faire converger ces différentes disciplines. C'est, je dirais presque du jamais vu, et ça serait formidable, parce qu'encore une fois, si on arrive à partir de là à développer des réponses, c'est encore, comme ce sont des thématiques qu'on retrouve partout, ça peut être, même du point de vue international, c'est clair qu'il y a des outils, par exemple mathématiques, qui sont communs. Je pense au réseau. Hein. Il y a l'idée de centralité, tu peux les appliquer en géographie. On avait invité pour la conférence inaugurale Denis Pumin, qui était pionnière pour la France sur cette thématique. Mais disons, maintenant, ça foisonne aussi en économie. Hein. Et de plus en plus, même en France, on a déjà un très fort, je pense à Bramoulet, je pense, vous avez aussi Zenu qui est parti après. Et en sociologie aussi, depuis toujours, les réseaux sont utilisés. Donc il y a aussi des outils qui sont communs, qui peuvent susciter des questions. Exactement. Au-delà de la question. Mobilité et transport, c'est quand même un élément essentiel. Par exemple. Et donc la question suivante est comment, au sein des Paris-Saclay, on peut faire travailler ensemble les différentes disciplines autour de ces objets communs. Quand j'étais parti discuter avec Anne Reynaud à la mission interdisciplinarité du CNRF, comme celle qui dirige, elle a les statuts un peu d'un directeur d'institut, je disais, écoute, Paris-Saclay, c'est vraiment un lieu privilégié pour faire interagir les SHS avec les autres disciplines. Et elle m'avait dit, bon, l'interdisciplinarité c'est bien, hein, parce que bon, c'est la mission interdisciplinarité, mais commence déjà par la multidisciplinarité. On va mettre des financements sur ça et après, petit à petit, les questions interdisciplinaires stricto vont émerger. Jean-Louis, toujours nom, prénom pour la caméra à la télé. Je suis un peu gêné par la manière de poser la question. Est-ce que le problème qu'on a aujourd'hui dans la condition de la société, Paris-Saclay, est d'ordre technique de recherche, de mise en commun de techniques de recherche, ou est d'un ordre plus politique, d'orientation pour
assurer une place des sciences sociales dans l'ensemble de Paris-Saclay. Jusqu'à présent, la place est quand même dominée, plus que dominante. Autrement dit, est-ce que, par exemple, ce qui est envisagé sous le nom de SHS, c'est de l'expertise SHS au service des demandeurs? Est-ce que c'est de la recherche SHS qui se présente comme toute autre recherche ailleurs et donc qui doit garder des relations très fortes avec ailleurs où il se passe, que ce soit en France ou à l'étranger, des recherches de type SHS? Je pense que c'est pas très clair là jusqu'à présent. Personnellement, je pense qu'il y a besoin de SHS et pour assurer le besoin de services humains et social, il y a besoin d'un ancrage disciplinaire fort à l'échelle nationale et internationale, donc des relations. En même temps, c'est vrai que 2000 chercheurs, c'est pas beaucoup par rapport à la somme de tous les autres chercheurs. Moi, j'ai eu ce problème ici en arrivant à Cachan où on m'a demandé de créer un labo. Manifestement, certains imaginaient un labo de service. Je dis, mais là, moi, c'est non, c'est refus définitif. Je ferai du service avec le labo, mais le labo ne sera pas défini comme laboratoire de service. Donc, c'est peut-être pas la question cruciale d'aujourd'hui, mais quand même, je me permets d'insister sur cette affaire-là, il faut que ça soit clair. Moi, je pense que c'est là qu'une partie de l'enjeu de la MSH. Et c'est pour ça tout l'intérêt d'avoir une MSH, il me semble. Parce qu'à partir du moment où on a quand même une maison des sciences de l'homme, où on peut réfléchir entre nous, SHS, à un moment donné, et discuter, se coaliser, si je puis dire, se coordonner dans la mesure du possible, déjà, quand même, on présente un front plus ou moins uni, et on présente des éléments en commun au sein des SHS. Il me semblait, moi je toujours pensé que c'était quelque chose d'important, la MSH, pour cette raison-là. Parce que sinon, on court effectivement le risque de la vassalisation ou le risque de l'instrumentalisation, très très clair. Alors que là, on a peut-être la chance de pouvoir sortir des programmes qui nous sont propres et justement de les confronter avec d'autres sciences. Je pense que là, on a quand même la chance, et justement une partie de notre action, elle est d'organiser, d'initier des projets, d'initier des workshops, etc., dans lesquels il y a quelque chose qui naît entre nos différentes disciplines. Je pense que c'est plus qu'une barrière contre ce risque, mais c'est aussi l'idée de construire, dans une certaine mesure, des choses ensemble et des projets ensemble. Cette question est revenue à plusieurs reprises il y a 2 jours dans la conférence sur le photovoltaïque, et on voyait vraiment les oppositions, hein, mais à la limite pas entre les sciences, disons, les sciences humaines et sociales et les autres sciences, parce que je pense qu'il y a eu une évolution considérable ces derniers temps du regard des, appelons-les les sciences dures à l'égard des sciences humaines et sociales, mais même au sein de la communauté SHS, les points de vue étaient partagés. Il y avait des oppositions. Donc Laurent Wilmette s'est exprimé avec certaines brutalités sur le fait que les SHS pouvaient être associés à certains projets pour faire, comment dire, voilà. Et après, il y a eu Jacques Dubux qui est intervenu, disons, donc ça reste une question majeure. Hier, j'étais donc à l'étage avec Stéphanie Lacour, et comme Paris-Saclay, ce n'est pas un site comme les autres, parce que les SHS sont environnés par des chercheurs dans les autres sciences, il y a une très forte visibilité internationale dans certains domaines, etc. Peut-être c'est un lien important où l'on pourrait monter à la limite un colloque MSH, mais disons un colloque d'envergure nationale ou internationale sur la question de l'acceptabilité. Quand j'avais été à EDF, donc on avait fait la réunion avec Sophie et les autres, et donc les mots acceptabilité revenaient tous les temps. Maintenant, comment faire évoluer tout cela et comment penser. Moi, je ne dis pas que les SHS doivent définir l'agenda des recherches dans les autres sciences, mais c'est vrai que parfois on s'embarque dans des aventures scientifiques sans avoir suffisamment développé en amont une réflexion SHS. Donc il ne faut pas que les SHS interviennent en aval avec la question de l'acceptabilité.
il y a moyen de faire évoluer les choses. On peut aussi éventuellement monter un colloque qui a aussi, comment dire, une valence, pas seulement, disons, on peut aller aussi au-delà, c'est poser des questions épistémologiques, politiques. C'est une question ouverte. C'est une question ancienne aussi. On n'est pas comme les nouveaux sur ces questionnements, mais la question n'est pas tranchée. Il y a encore des habitudes qu'il faut faire évoluer. Donc, comment profiter d'une part de ces regards nouveaux de la part j'utilise les raccourcis, les sciences dures à l'égard des SHS, et en même temps comment faire sortir les SHS de leur tour d'ivoire, une certaine, comment dire, une posture qui est négative de mon point de vue à l'égard des autres sciences. Bon, je suis un peu sorti du cadre de ta présentation, mais tout cela est relié aux questions de l'interdisciplinarité. Oui, je crois qu'en matière de SHS, la capacité ou la volonté de certaines sciences humaines à participer à la forme de curiosité à l'égard des sciences, parce que la dimension de curiosité est très importante. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-évaluer la curiosité des sciences dures pour nos disciplines. Elle est plus importante que ce qu'on imaginerait. Et donc cette capacité des sciences humaines à participer à d'autres sciences à une réflexion sur une thème, et j'ai vraiment là ressenti la plantation qui fait une sorte de prétexte à réflexion. C'est comme ça que vous l'avez construit en fait. Quelles sont les différentes pistes qui sont autant d'éléments de réflexion pour tout ça? Mais il me fait penser que dans certains... Puisqu'il y a convergé différentes Oui, disciplines, il y a vraiment des pistes assez globales. Et de là, moi la question que je me pose, parce que je suis dans une université de droit de sciences économiques, c'est comment associer les juristes à tout ça. Parce qu'ils sont extrêmement, je dirais, dans l'ensemble des disciplines, je ne jette pas la pierre sur les juristes, mais ils sont tout à fait capables, eux, d'organiser des colloques, je l'ai vu, sans tenir compte de ce qui se fait dans leur domaine, en dehors de leur domaine. Si je peux intervenir sur ce point. Oui, vas-y. Sur le juridique, si, absolument, je rejoins complètement, parce que là, on a des collègues, même à l'Université des Boues, en sciences juridiques, c'est Schubert, Vous y arrivez. qui travaillent justement sur ces souvent Vous environnementales. arrivez à les mobiliser. Pardon? Vous arrivez à les mobiliser. Elle, en tout cas, oui. Elle était là ce matin. Elle était là ce Je ne sais matin. pas si elle est représentative d'ensemble, mais... Non, mais elle travaille sur Ils ont une forme de résistance. Oui, mais c'est ce qu'elle disait. Elle travaille à cheval entre l'économie et le droit. Ça se travaille aussi, ça. Dans l'axe 1, les juristes sont très impliqués. Donc, avant d'intervenir, donc, il y avait Inde qui souhaitait intervenir. Tu as levé la main? Ah, d'accord, oui. Après, on va en parler dans la fin du brainstorming. Non, donc, il y a une question, à quel moment, disons, les SHS doivent intervenir dans l'interaction avec les autres sciences. Ce qui est intéressant, c'est les rôles à part du droit. Donc, on sait que les SHS, c'est un monde à part, et au sein des SHS, le droit, c'est un monde encore plus à part. Alors, quand on a fait les workshops de l'Axe 4 sur la santé de demain, il y avait Jean-Paul Marcus, donc, qui est juriste à l'UVSQ, qui disait oui, d'accord, les SHS doivent intervenir en amont dans la réflexion, être associés tout de suite dans la représentation aussi de la recherche scientifique, mais nous, on intervient fatalement en aval, parce que nous, on est là juste pour... par la suite, c'était sa position, son point de vue discutable, mais il assumait le fait que, d'une certaine manière, les droits n'avaient pas les mêmes statuts que les autres disciplines SHS. Parce qu'on avait, disons, sur la question santé de demain, il y avait des spécialistes de l'éthique, bien évidemment, la réflexion éthique intervient en amont, mais elle est étroitement liée après à la transcription juridique, une fois qu'on a... Disons, on a fait des choix, la politique aussi. Et donc, on a l'impression que les droits, selon Jean-Paul Marcus, doivent intervenir en aval.
Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, hein, parce que je pense que cette interaction doit être... je pense par exemple à l'économie et les droits, hein, notamment, parce que j'ai une vision un petit peu... disons, je suis un économiste de base, donc je pense... Si on pense l'interaction entre les individus comme un jeu, après il y a des règles qui s'établissent, il y a des mécanismes d'incitation, il y a les problèmes de la régulation, les problèmes de la réglementation, les problèmes des normes, et tout ça est lié. On ne peut pas scinder, séparer, et dire voilà, les économistes font leur modèle, je ne sais pas, sur l'économie industrielle, et après les juristes au sein de la Commission européenne, disons, introduisent des lois antitrust. J'ai une vision autre par rapport à Jean-Paul Marcus. Je m'arrête là. Amen. Nous, j'avais une remarque tout à l'heure, mais avant, je me suis demandé juste dans sa clé si on ne peut pas avoir une réflexion sociologique sur la notion d'excellence en tant que problème et à l'intérieur de sa clé sur la différenciation des niveaux d'excellence en tant que pratique. Je ne sais pas si les sociologues s'intéressent. Si, ça c'est un sujet qu'ils connaissent bien, mais là c'est autre chose. Là, c'était dans l'axe. Je sais pas si ça. Oui. Mais la question brûlante actuelle est, par exemple, comment vont évoluer les universités dans cette construction. Donc il y a les 3 universités, tout en sachant que si on a comme cap les jurys de l'IDEX, il y a des indicateurs qui sont adoptés au niveau international et auxquels les groupes des 7 qui portent la réflexion doivent s'y plier d'une certaine manière, parce qu'il y a question de classement. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'excellence dans ces contextes et comment associer la base? Faut-il penser une université à 2 vitesses? À voir. Vaste question. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques ou questions sur cette dimension sociale des territoires, développement territorial? Moi, il me semble qu'on peut la concevoir quand même, en tout cas par rapport à la représentation, comme en complémentarité sur des choses qui ont été dites ce matin, sur vraiment la réflexivité sur le territoire. C'est-à-dire que ça peut concerner évidemment le territoire Paris-Saclay ou évidemment la région Île-de-France de manière plus large, mais ça va au-delà. Ça peut concerner l'analyse sur les territoires, que ce soit un territoire, le nôtre, que là on a vraiment des dimensions qui peuvent être mises en avant. On a quelque chose à faire en même temps, tel que je le sens par rapport à la dernière intervention de ce matin et à celle-là. Il me semble qu'aujourd'hui, on va peut-être en parler juste après, la manière d'attaquer les problèmes, elle reste encore très générique. La mobilité, la manière de se coordonner, la place des populations, etc. Donc ça reste quand même très vaste et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on définisse un peu plus de spécificité, plus ce qu'on sait faire nous, parce que sinon on reste quand même sur quelque chose qui est assez général, qui est partagé par d'autres ailleurs aussi. Et ça, c'est peut-être une question qui va se poser, et j'anticipe un peu le débat par la suite, c'est une question qui se pose à un moment donné, c'est-à-dire nous, c'est quoi ce qu'on sait faire, c'est quoi la et là on veut s'afficher aussi, quoi. Il y a des questions de cette nature-là. Alors, je vais passer à la phase oui.